Bonjour, donc d'être présent pour cette deuxième journée donc, de nos rencontres autour de la question du livre, de la littérature et de la lecture donc demain. Ce matin, nous allons commencer par une intervention de Bertrand Leclerc, écrivain, essayiste, qui va nous parler de ce que la littérature transmet. Voilà, je vais vous présenter brièvement en fait Bertrand Leclerc, son travail aussi, les raisons pour lesquelles on l'a invité. C'est, comme j'ai dit, donc un essayiste, un romancier. Il a été aussi journaliste et critique littéraire pendant plusieurs années, aussi bien pour la quinzaine littéraire que pour le Nouvel Économiste. Donc il a travaillé sur des supports extrêmement différents. En ce qui concerne sa bibliographie, elle est déjà relativement abondante. Le premier livre publié en fait en 98 par les éditions Verticales s'intitulait L'industrie de la consolation, la littérature face au cerveau global, qui était un essai qui, je dirais, peut-être remettait en jeu la question à la fois de la littérature et de la communication. En 98, on était vraiment dans ces périodes-là où la communication devenait absolument dominante, et dominante en particulier avec l'apparition de toute la technologie numérique et le travail, je dirais, de Bertrand Leclerc, à travers en tous les cas cet essai, c'était aussi de remettre en perspective la notion de littérature et de faire peut-être la distinction entre ce que la littérature pouvait apporter à l'égard de la communication. Ensuite, en 99, donc toujours aux éditions Verticales, il a publié un roman cette fois qui s'intitulait donc Movice évasé. Et c'est un roman qui se présente en fait comme une pseudo-conférence d'une personne qui est en réinsertion sociale, qui a fait de la prison. Et ce détenu, en fait, ou cet ancien détenu, qui s'appelle Madère, va être tout à coup envahi par une voix qui est une voix beaucoup moins, je dirais, acceptable, ou en tous les cas beaucoup moins correcte que celle qu'il voudrait avoir devant cette docte assemblée, ou en tout cas assemblée sage. Et donc c'est une voix qui va plutôt se mettre à reprendre un peu toutes les haines et toutes les rancœurs qu'il peut avoir. Ensuite, en 2001, toujours aux éditions Verticales, donc un essai, Théorie de la déroute. Je vais juste dire ce que d'ailleurs, je crois que c'est en 4e de couverture. Et dans Théorie de la déroute, il s'agit donc d'indiquer que la littérature est le vecteur de la résistance la plus concrète aux idéologies dominantes, en ce qu'elle est le lieu d'un échange irréductible aux normes de la communication. Donc on retrouve encore cette obsession, j'allais dire, de cette distinction entre la littérature et la communication. Et je retiens que dans cet essai, on trouve une phrase qui est frappante de Kafka, mais frappante au sens premier et second. Kafka disait de la littérature que c'est un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. Donc voilà, ça laisse de quoi réfléchir. En 2002, il publie au Mercure de France, cette fois, en fait un roman qui s'intitule La main du scribe. Un roman qui parle de paternité, mais aux deux sens du terme, c'est-à-dire la paternité vraiment réelle, j'allais dire, le fait de donner naissance à un enfant, mais aussi, ou d'accompagner un enfant plus exactement, mais c'est aussi la paternité en tant qu'écrivain. Et l'enfant, en tous les cas, s'appelle Kateb. Alors Kateb, moi, ça me permet de citer Kateb Yassine, je ne sais pas si tu y avais pensé, mais je pense que oui. Et d'ailleurs, j'ai appris que Kateb, en fait, en arabe et en hébreu, ça désigne celui qui écrit et qui, donc c'est la main du scribe, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez lu Kateb Yassine, mais je vous conseille de le lire, Netchma en particulier. En 2004 paraît donc un essai, on va dire, qui s'intitule Disparaître aux éditions Farago. Et c'est un essai qui concerne justement la vie des écrivains, la vie parfois nomade des écrivains, le fait qu'ils interviennent, on en a parlé hier, de plus en plus d'ailleurs auprès des publics, qu'on leur demande des tas de choses. Et c'est un roman qui débute comme une
une rencontre littéraire en province. Enfin, c'est d'ailleurs l'histoire d'une rencontre littéraire, voilà, ordinaire. Et puis tout à coup, on va voir toutes les questions qui vont se poser, enfin qu'on va poser en fait à l'écrivain, auxquelles il va plus ou moins pouvoir répondre. Et puis là, on va retrouver toutes les. C'est une façon aussi pour l'écrivain de parler peut-être de toutes ces influences, obsessions, etc. On se retrouve Kafka de nouveau, Stendhal, etc., etc. Ensuite, en 2005, un ouvrage qui est un essai qui s'intitule Le bonheur d'avoir une âme, et où Bertrand Leclerc réhabilite en fait cette notion d'âme, en fait, mais pas au sens religieux du terme. On retrouve là aussi la question de la littérature. Et ça nous conduit peut-être à un autre essai qui va publier aussi en 2005, qui s'intitule Verticalité de la littérature, pour en finir avec le jugement critique. Et donc on voit bien qu'entre l'âme et la verticalité, il y a peut-être un rapport. L'idée dans Verticalité de la littérature, c'est justement de se dire que peut-être que la critique littéraire a peut-être oublié un de ses objectifs, qui n'est pas de censurer ou d'être simplement, de faire simplement la promotion des livres, mais d'aller bien au-delà et d'être une sorte de vigie vigilante, comme disait Paul Gauguin. Donc c'est un essai qui, là aussi, nous parle de la, je dirais, de l'importance de la littérature, peut-être même de la nécessité de de son rôle réel. Ensuite, en 2007, un roman qui s'intitule L'amant liesse. Alors, c'est un jeu de mots. C'est l'amant, voilà, au sens de aimer, et liesse au sens de la joie. Donc, qui reprend donc cette idée de, je dis qui reprend parce qu'on retrouve beaucoup dans les écrits ou essais, etc., cette idée de joie, de voilà, de dépassement de soi, de déroute justement à travers aussi bien la littérature que l'amour. Et c'est vraiment un roman qui porte là-dessus, je pense. En 2007, un roman paru aux éditions Marenzel et qui s'intitule Une guerre sans fin. La guerre sans fin dont on va parler là, c'est la guerre d'Algérie, en fait, qui est racontée bien après en fait la guerre d'Algérie, mais on remonte justement comme ça le temps, l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait cette guerre d'Algérie en fait a laissé énormément de traces et que en fait elle est toujours finalement très 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 présente. En 2010, un autre roman qui s'intitule L'invraisemblable histoire de Georges Pessan, qui est donc l'histoire d'un personnage qui est soi-disant qui a existé, Georges Pessan, qui était un malfrat, on va dire, l'assassin à la Sim Camille, pardon, qui a terrorisé le nord de la France pendant plusieurs années. Et puis on va voilà, là aussi jouer sur la reconstruction en fait de tout son parcours. Donc avec un jeu entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui voilà, ce qui la légende qui s'est construite autour de ça, et puis voilà, savoir où est effectivement le réel, la réalité là-dedans. En 2010, un autre ouvrage qui s'intitule Petit éloge de la paternité, tout est dans le titre. C'est un éloge de la paternité, tout simplement. Peut-être même pas un petit éloge, hein, un éloge tout simplement de la paternité. Ce qui me fait bien plaisir parce que c'est très rare qu'on entende de la question de la paternité et de l'éloge de la paternité. Donc je partage. Et puis en 2011, dans les rouleaux du temps, ce que nous fait la littérature, ça c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs on l'a invité, je dirais l'essai pour lequel on a pensé en fait à inviter Bertrand Leclerc, et je lis simplement ce qu'ils ont dit. Ce que nous a fait la littérature, ce que peut bien nous faire la littérature, ici, maintenant, à tous et à chacun. Voilà, c'est ça la vraie question de cet essai, qui passe là aussi par des grandes figures littéraires, que ce soit Mallarmé, Aragon, Hélène Cixous, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est quand même un grand écrivain. Et puis en 2013, il publie un ouvrage qui s'intitule Malentendu, dont vous avez pour certains pu entendre des extraits hier soir, qui est un roman sur l'histoire d'une famille qui
assiste à la naissance en fait d'un enfant sourd, et le père de famille en particulier va essayer par tous les moyens en fait de faire en sorte que cet enfant oralise, s'intègre, et il sera fasciné en particulier par les théories de Graham Bell, donc, qui n'est pas simplement l'inventeur du téléphone, mais qui aussi a justement toute sa vie souhaité en fait faire parler les sourds, on va dire, tout simplement parce que sa mère était sourde, sa femme était sourde aussi, et c'était même peut-être sa principale préoccupation, peut-être plus même que le fait d'inventer des, des machines, je dirais, qui ont à voir avec le son. Et puis en 2014, donc cette année, vient de sortir en fait un ouvrage aux éditions Actes Sud qui s'intitule Le vertige danois de Paul Gauguin. C'est un roman, enfin c'est un roman, c'est un récit en tous les cas sur une période qu'on connaît assez mal de la vie de Paul Gauguin, un moment où en fait il quitte Paris pour aller au Danemark, tout simplement parce que son épouse est danoise. Et c'est un moment où il n'est pas encore du tout connu, où là, il peut encore s'interroger pas mal. Il a quitté son travail, je dirais, de trader, parce que c'était ça, finalement, Gauguin était un trader. Et puis, il a abandonné ce travail plutôt lucratif pour se consacrer, en fait, à la peinture. Et là, voilà, il y a toutes les interrogations qui sont là. Il n'est pas encore le Gauguin qui va ensuite aller venir ici en Bretagne, parcourir le Pacifique, etc. C'est un Gauguin qui doute beaucoup plus que cela. Voilà, donc j'ai fait la présentation de l'ensemble des ouvrages publiés jusqu'à présent par Bertrand Leclerc. Et puis, il va nous parler donc là de transmission et littérature, ou plus exactement de qu'est-ce que la littérature nous transmet. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Au détour d'un texte magnifique sur les mains, sur le fait, écrivait-il que je pense avec mes mains, et cela était bien plus qu'une métaphore de l'écriture ou de la lecture. Jacques Derrida, non sans malice, posait une question magnifique, je cite, « À qui appartient la caresse? À celui qui la donne ou à celui qui la reçoit ?» Je dis non sans malice parce que Derrida le savait bien, évidemment. La caresse n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Elle n'appartient à personne. Elle est dans l'instant magique de l'échange. Ou alors, elle n'est plus une caresse. Le grain de la peau se rebiffe. Elle n'est plus qu'un geste mortifère ou déplacé. Quand il advient, l'art, lui aussi, est toujours de l'ordre de l'échange. En littérature, le romancier, comme le poète, est celui qui propose cet échange, le lecteur, celui qui le réalise, qu'il l'inscrit par sa lecture dans la réalité commune, qu'il l'inscrit dans la trame des représentations préfabriquées que nous habitons tous au quotidien des jours. La littérature non plus n'appartient à personne, pas plus à celui qui l'écrit qu'à celui qui la lit. Elle est, au présent de la lecture, de l'écriture, serait-ce le présent d'une écriture fantasmatique lorsque nous levons le nez d'un livre pour en poursuivre nos mouvements dans nos propres phrases. La littérature n'appartient à personne, elle est, à l'instant de l'échange, cela veut dire, on peut accumuler du savoir sur la littérature, mais la connaissance qu'elle procure, l'instrument de connaissance qu'elle est à l'instant de son avènement, au moment où elle nous sidère, où elle déchire la trame des idées reçues pour y faire surgir du réel, échappe au discours. Dès lors que l'on retrouve la surface du discours commun, cette expérience n'est plus, on ne peut plus parler que des traces qu'il en reste. La littérature n'appartient à personne, cela veut dire encore que personne ne peut prétendre la transmettre. Tout au plus, peut-on prétendre témoigner de son existence, témoigner avec conviction qu'elle est une expérience que l'on a pu faire, et transmettre ce que l'on sait des conditions de son avènement, des conditions qui rendent possible un instant d'échange. Il en va sur ce point exactement de même de l'amour et de la littérature. L'amour aussi est une expérience, l'amour aussi est un état qui conjugue le spirituel et le corporel, et c'est pourquoi l'on peut transmettre du savoir sur l'amour, on peut parler d'amour, mais prétendre transmettre l'amour serait se précipiter en position d'imposture. Permettez-moi de poursuivre une minute encore ce parallèle entre l'amour et la littérature en guise d'introduction.
L'amour est le pire ennemi du capitalisme, disait Jacques Lacan, qui savait bien cependant que le capitalisme a conscience de l'impérieuse nécessité de l'amour dans la génération, puis la protection des futurs agents de sa croissance. On n'a jusqu'ici jamais trouvé mieux. D'où cette notion du pire, puisqu'il s'agit d'un ennemi auquel le capitalisme, pour l'heure en tout cas, est voué à rester indéfectiblement lié. Il se pourrait bien qu'il en aille de même de la littérature. La littérature est le pire ennemi du capitalisme culturel, parce que le capitalisme culturel sait bien pourtant qu'il ne peut pas s'en passer, que le lieu commun qu'il veut faire fructifier a besoin d'être perpétuellement irrigué, revitalisé par la littérature, cet oxygène de nos représentations communes. Disons, d'un point de vue qui serait celui du capital dans ces deux cas de figure, il ne faut pas que le monde chante trop fort, cela risquerait d'enivrer et de dérouter les individus, mais il ne faut pas qu'il déchante totalement non plus, il arrêterait de tourner. De ce point de vue toujours, si vous me permettez d'être brutal un instant, on peut dire que le capitalisme a opéré ces dernières décennies une révolution tout à fait extraordinaire, révolution dont on n'a peut-être pas pris la mesure. Depuis son introduction au cœur des foyers via Canal+, jusqu'à sa propagation numérique qui a permis d'accélérer l'équipement informatique des familles, l'explosion de la pornographie aura aussi été une affaire de stratégie guerrière, qui a grandement participé, non pas tant à la libération des mœurs, en ces années où s'effondrait le carcan ancestral du mariage, qu'au renouvellement subtil de leur contrôle à travers le renversement de l'interdit et de l'obscène, quand il paraîtra bientôt plus impudique et immature d'évoquer les débordements d'une passion amoureuse que de partager l'annonce de sa première sextape sur les réseaux sociaux. Notez bien que je ne le dénonce pas, si je le constate. De toute façon, tout change et rien ne change. Autrefois, à travers la négation du corps, aujourd'hui, à travers la réduction du commerce des corps à leur consommation visuelle, c'est toujours le même cœur battant qui est voilé, qui est non dit, sinon interdit, à savoir l'érotisation amoureuse à travers le corps de l'autre de la vie elle-même, ce que Jean-Luc Nancy, dans un texte ancien, appelait le toucher de l'ouvert, cet état d'altération et de soif qui mobilise l'individu tout entier au présent de ses phrases, mais qui menace toujours de le faire sortir des rails que l'économie lui destine, de le dérouter de ses obligations sociales en le soustrayant à l'inquiétude de l'avenir, ce puissant moteur de notre économie marchande. En rappelant simplement que des pans entiers de la littérature étaient à l'index il y a encore un demi-siècle, et par exemple que ma propre mère a grandi dans un univers où il était interdit aux jeunes filles de lire, parce que cela use les yeux, parce que cela donne des idées illusoires sur le monde et qu'il vaut mieux épouser sa condition les yeux fermés s'il veut vivre en paix, en rappelant qu'à l'époque, il ne serait venu à personne l'idée saugrenue de mettre en avant les chiffres de vente dans les feuilletons littéraires, je vous laisse poursuivre à votre mode le parallèle esquissé, parce qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Que s'agit-il de transmettre au juste lorsque nous invoquons la littérature? À qui et pourquoi, en dehors de la question de la survie économique de la chaîne du livre, à laquelle j'appartiens, comme sans doute beaucoup d'entre vous? Et quel rapport avec l'incitation à la lecture? Quel rapport avec l'enseignement des lettres ou du français désormais? Avec l'évolution de la librairie, l'organisation des bibliothèques, la presse littéraire qui se veut désormais prescriptrice avant tout, ou encore l'animation culturelle. Ce sera là, si vous voulez bien, la progression de mon intervention dont je situe l'enjeu à l'articulation de l'art et du social. Une articulation qui a toujours été délicate et complexe, qui est aujourd'hui en souffrance. Encore faut-il que je précise d'emblée ce qui m'importe en disant cela. Ceux qui souffrent le plus de cette articulation ne sont pas ceux qui l'éprouvent au quotidien, dont au premier chef les artistes et j'y inclus les écrivains, mais ceux qui ne savent pas même qu'ils en souffrent, ou plus exactement, qui ne comprennent pas ce sentiment de vacuité qui les hante comme la douleur d'un membre fantôme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais pensé placer cette intervention sous le signe d'un auteur qui ne fait pas partie de mon panthéon personnel, si j'ai une grande admiration pour certains de ses livres, en particulier La Chute et Le Premier Homme. Vous avez compris que je m'en vais citer Albert Camus. Extraite de ses carnets, cette citation est contemporaine de l'écriture de L'Homme révolté. Elle précède donc la violente querelle qui a opposé Camus à Sartre. Je cite « Sens de mon œuvre. Tant d'hommes sont privés de la grâce. Comment vivre sans la grâce? Il faut bien s'y mettre et faire ce que le christianisme n'a jamais fait, s'occuper des damnés. » Cette citation, aussi belle qu'elle est problématique,
et qu'il faudrait avoir le temps de contextualiser, quand Camus est souvent confronté à l'opposition radicale entre la notion de grâce et celle de justice, je la pose cependant. Transmettre, donc. Dans les écoles, comme dans les familles, on sait bien qu'il nous a été transmis et qu'à notre tour, nous transmettons bien plus à notre insu que de notre plein gré. C'est à notre insu, sans doute, que se transmet le plus important, aussi bien en termes de résistance à la pression sociale qu'en termes de capacité à éprouver le monde, à se tenir face aux autres, à entretenir un rapport singulier à la vie et donc à ses représentations. Tout cela, en vérité, échappe peu ou prou au discours élaboré. Au passage, peu de choses me semblent aussi absurdes que ces parents qui se plaignent d'avoir à se battre contre la fascination des écrans pour obtenir de leurs enfants qu'ils lisent, comme eux-mêmes ont pu lire à leur âge, alors qu'ils s'en dispensent depuis qu'ils sont entrés dans la vie active. C'est-à-dire quand ces enfants que l'on voudrait voir lire ne voient eux-mêmes jamais leurs parents un livre de poésie entre les mains, ne les voient jamais prendre le risque de vivre ici et maintenant l'expérience de lire, de plonger tout entier dans un texte, mobilisé, animés par un texte qui aurait la puissance de les altérer de nouveau, au point de les ouvrir d'une manière neuve aux autres, au monde et à eux-mêmes. C'est sans doute ce dont ils se protègent au motif du temps qu'il leur ferait défaut, comme à un ministre des tuyaux de la culture, comme si le temps, en ces matières, n'était pas élastique. Être obligé de lire, ligne à ligne, sans savoir ce qu'on y cherche, quand les écrans scintillent, quand les gens intéressants font tout autre chose, c'est à dégoûter définitivement un enfant de ces vieilles choses que sont les livres. C'est réduire l'acte de lire à une sorte de nécessaire bienséance ou de formation de base dont on n'interroge plus même les enjeux. C'est au fond se comporter exactement de la même manière que ces parents de générations précédentes qui envoyaient leurs enfants à la messe le dimanche, au nom d'on ne sait quelle formation morale, mais qui s'en dispensaient eux-mêmes. Après tout, le temps de la grand-messe peut aussi bien se transformer en temps libre entre adultes consentants. Quant à la littérature, je crois bien que le temps n'est plus à s'interroger, comme le faisait Jean-Paul Sartre en publiant « Qu'est-ce que la littérature ?», comme j'ai voulu le montrer dans la longue préface de mon essai Dans les rouleaux du temps. J'y reviens. L'essai de Sartre, qui a donné le « là » à toute la réflexion contemporaine sur la littérature, qu'elle entérine l'approche sartrienne ou qu'elle s'y oppose, est paru en 1948. L'époque était à l'épuration, et Sartre s'employait d'abord à sauver la littérature de ce que précisément elle n'avait que trop fait durant la guerre par le biais des hommes de lettres supposés l'incarner, collaborer par calcul ou par soif de reconnaissance, quand ce ne fut pas se rouler dans l'abjection. En 1948, il était impératif d'arracher la littérature à ce passé récent, et c'est bien cette volonté de rachat qui présidait à la doctrine sartrienne de l'engagement. Nous sommes tous embarqués, disait-il. Jusqu'alors, la question ne s'était jamais posée en ces termes. La littérature, la certitude qu'elle nous fait quelque chose, et même la certitude qu'elle nous constitue en tant qu'hommes, était une évidence aux yeux de tous. Aux yeux des notables, qui se devaient d'être ou de sembler lettrés, aux yeux des éducateurs, qui en faisaient la base des humanités, aux yeux des révolutionnaires aussi bien, qui voulaient en faire une arme. De même, c'est bien parce que les censeurs lui accordaient un crédit considérable qu'ils décrétaient si volontiers la littérature, non seulement dangereuse, mais potentiellement coupable. Elle était à couper de tout ce qui excédait la norme et le bon goût, à amputer de tout ce qui risquait de déformer l'image de l'homme, de dérouter du sens commun les lecteurs, des lecteurs d'autant plus inquiétants, depuis l'avènement de la démocratie, qu'ils étaient anonymes et toujours plus nombreux. Pour l'exprimer brutalement, jusqu'à la question de Sartre, tous en étaient persuadés, la littérature avait la puissance de façonner l'homme à son image, qui le lui rendait bien. Cette évidence a disparu. D'une certaine manière, on ne peut que s'en réjouir. La littérature y a gagné une liberté qu'aucun pouvoir ne lui avait jamais accordée. Elle peut arpenter des terra incognita qui lui étaient interdites jusqu'alors, ne risquant plus d'être considérée comme l'instrument d'une représentation dévoyée de l'homme. Mais cette évidence disparue n'en laisse pas moins un vide. D'une part, elle offrait aux auteurs en butte à l'académisme un adversaire clairement identifié, dans le combat toujours à renouveler pour libérer la représentation de l'idée convenue et convenable de ce qu'elle doit être. D'autre part, elle faisait de la transmission des belles lettres, au sein des classes dominantes, une nécessité qui n'était pas même besoin d'interroger.
La seconde moitié du XXe siècle est passée par là, période extraordinairement faste au plan théorique, mais qui n'aura été faste que de se libérer et de détruire ce carcan des belles lettres que tant de gens regrettent aujourd'hui. Inutile de préciser que je n'en suis pas, étant d'ailleurs incapable de comprendre l'attitude qui consiste à se persuader que c'était mieux avant. Comment regretter les valeurs d'autrefois, serait-ce les valeurs humanistes, quand elles ont été les principes actifs des idéologies dominantes qui ont successivement mené à l'écrasement sanglant de la Commune, relire Jules Vallès, à la grande boucherie de 14-18, relire Céline, à la collaboration et à l'extermination des Juifs d'Europe, relire Piotr Ravitch, aux horreurs de la décolonisation, relire Guyotat. Force pourtant, mais de constater que la culture liée aux traditionnelles humanités a longtemps permis de défendre un niveau d'exigence spécifiquement littéraire que nous ne savons plus comment revendiquer face au public, 30 ans plus tard, alors que seul ce niveau d'exigence peut justifier notre engagement. Certes, la théorie littéraire a pris le relais un temps, mais en substituant aux critères humanistes des critères relevant des utopies politiques de son époque. Ces utopies sont tombées à leur tour en déshérence, nous laissant démunis de références sur ou contre lesquelles s'appuyer pour maintenir le désir d'exigence sans lequel la transmission du goût de lire n'a plus d'autre raison d'être que de divertissement. Et de fait, le vide ainsi laissé a ouvert toute la scène littéraire au grand vent du commerce. Il me semble bien, dès lors, qu'il est nécessaire et urgent de déplacer les problématiques, de les décaler, et d'abord en affirmant que la littérature vivante, exigeante, est un art. Cette affirmation peut passer pour une évidence, mais dans la réalité, elle n'en est pas une. Sur les ruines des belles lettres, la littérature continue d'être avant tout un outil pédagogique au sein de l'école, où elle est liée d'une part à l'apprentissage des formes linguistiques et d'autre part à l'acquisition d'une culture générale qui a de moins en moins de sens de n'être plus un outil de sélection sociale, et là encore, c'est heureux. La pratique artistique est bien plus perçue comme un geste, une expérience. Pourtant, et fondamentalement, le geste littéraire, celui de lire aussi bien que celui d'écrire, et le geste artistique se confrontent à la même nécessité de bousculer les représentations dominantes, les représentations communes, pour y laisser revenir du réel. Le geste artistique est l'oxygène de ce lieu commun qu'est la réalité, que nous habitons tous au quotidien des jours, tissé de représentations menaçant toujours de se figer en stéréotypes, c'est-à-dire en prison du sens, et d'abord du sens d'être au monde, comme des noix dont personne ne songerait à briser la coquille. La littérature, qui travaille le matériau même de la pensée commune, la langue, a la puissance de broyer les coquilles de noix, de bousculer cette réalité pour la contraindre à se ressourcer. Bien plus que son essence, c'est cette puissance, plus exactement, ce sont les puissances de la littérature que nous pouvons peut-être interroger, et surtout dont nous pouvons témoigner ici et maintenant dans l'espoir d'en propager les effets. Ce qu'elle fait, ce qu'elle nous fait réellement, et donc ce qu'elle pourrait leur faire à ceux-là qui n'en veulent rien savoir, la littérature. Persister à témoigner des puissances de la littérature est l'un des rares moyens dont nous disposons pour convaincre chacun d'en prendre le risque et d'en partager la chance quand la chaîne du livre tout entière tend au contraire à traiter les œuvres comme partout ailleurs l'économie marchande traite les hommes. Chacun enfermé dans les frontières étroites d'une individualité fallacieuse de lui préexister, d'être interchangeable, chacun réduit à une valeur économique, sinon marchande, toujours menacée, chacun enfermé dans sa coquille de noix, dans l'espoir de flotter encore un peu dans les flots d'informations. À réifier ainsi les hommes et les œuvres, il n'est même plus question d'on ne sait quel supplément d'âme. C'est la notion d'âme elle-même qu'on leur dénie. Si l'on veut bien admettre, après Spinoza, et loin des représentations chrétiennes, que l'âme est, je cite, « l'idée du corps », une idée mouvante, fugace, insaisissable à nos mots. Une fois jeté l'eau du bain religieux qui n'en faisait la prison du corps que d'imposer une idée carcérale de ce que devait être un corps, l'âme reste dans la langue, et nulle part ailleurs, ce qui excède la langue, ou ce qui vient la trouer, qui lui échappe à la vitesse du rêve ou de la rougeur qui vous monte au front. L'âme d'un livre, ce serait de même l'insaisissable idée du livre qui le hante et le dépasse en tant qu'il veut être un livre,
non pas déjà mort lorsqu'il arrive en librairie, comme tant de romans préfabriqués, mais vivant, en quête de cette idée insaisissable que, par commodité, on nomme la littérature. À travers cette notion d'âme, ce qui est dénié aux œuvres comme aux hommes, ce qui peine à exister dans l'espace social, c'est le rapport pourtant vital à la verticalité de l'être au monde, autrement dit à la poésie véritable. C'est la possibilité d'accéder à une présence au monde échappant à la réalité des identités formatées. D'y échapper serait un instant fugace, un instant de grâce, ou si vous préférez, un instant proustien, puisque c'est au bout du compte le tout dernier d'une série d'instants de cette sorte qui, à la toute fin de À la recherche du temps perdu, aura la puissance de rendre le narrateur à la littérature à laquelle il ne croyait plus et de le précipiter enfin dans l'écriture, infiniment vivant. C'est la possibilité de s'arracher à la mécanique inexorable du temps socialisé pour s'ouvrir au présent du monde, au présent qu'est le monde, en se libérant un instant de l'angoisse et d'une ignorance quant à l'avenir aussi vieille que le monde, mais encore exacerbée par l'économie marchande. Nécessaire à leur mutation en produits de consommation culturelle, la réification des livres est de fait exemplaire des nouveaux modes de domination de l'économie sur nos existences. Pour avoir beaucoup travaillé sur la critique littéraire ces dernières années, je pourrais l'avancer en ces termes. La rationalité économique, qui croit réellement qu'écouler quelques titres en très grand nombre vaut mieux que de s'encombrer d'autant de volumes d'une myriade de titres différents, la rationalité économique est l'une des raisons principales de la longue dérive de la critique devenue depuis 20 ans le lieu, non plus de la validation, de la recommandation ou du partage, mais de la prescription. Puisque l'on prétend désormais prescrire des livres au public désenchanté, comme la médecine prescrit des boîtes d'anxiolytiques à l'homme en souffrance. Mais on peut prescrire un produit, on peut prescrire un objet, serait-il à valeur symbolique ajoutée, on ne prescrit pas une expérience. On se scandalisait, au premier temps de cette dérive, voici une vingtaine d'années, d'entendre des éditeurs affirmer que le bon critique est le critique prescripteur. C'est devenu un lieu commun qui n'a plus même besoin d'être formulé jusque chez les auteurs dont les produits seront ou non prescrits. La plupart préfèrent évidemment que les leurs le soient prescrits plutôt que jetés aux orties. Et je ne m'exempte pas de ce réflexe humiliant. Comment le pourrais-je ? Cette dérive a entraîné de facto une compétition incessante entre les différents médias, confrontés eux-mêmes à la difficulté de survivre. Une compétition non pas à qui aura le propos le plus pertinent sur l'évolution littéraire, pour citer la célèbre enquête menée par le critique Jules Huret dans les années 1880, non pas à qui saura le mieux informer le public de la vitalité du tissu littéraire contemporain et de la manière dont les œuvres se trament les unes les autres pour le composer, mais à qui saura prouver son propre pouvoir médiatique en imposant les titres qu'il promeut dans les listes des meilleures ventes, autant dire dans le panier moyen de l'acheteur, et peu importe que le livre en sorte pour être lu ou juste posé là sur la table du salon, une fois la pulsion d'achat et le narcissisme de l'acheteur satisfaits. Ce n'est évidemment pas propre à l'économie du livre. Consomme, tu seras toi, consomme et tais-toi. Qu'on me permette donc deux précisions. Il faut aussi dire et répéter qu'il se publie dans la mare à la déprime d'excellents comptes rendus critiques. Il faut le souligner au contraire pour y concourir. Dans la mesure d'impossible que certains réussissent à préserver, il se trouve des critiques professionnels pour s'engager, comme certains éditeurs et certains libraires, dans la défense, non pas de produits romanesques, mais d'œuvres en cours, et à travers elles dans la défense et l'illustration d'une haute idée de la littérature, une idée haute, c'est-à-dire bien plus grande qu'eux-mêmes, mais à laquelle ils persistent à aspirer, seul moyen de prétendre la transmettre. En tant qu'auteur, je n'ai pas à me plaindre de la critique. Cela ne m'empêche pas de regretter que trop souvent les livres, les miens comme ceux des autres, soient réduits à leur carte d'identité, réduits à un sujet, sans interroger le travail sur la forme qu'implique d'aborder ce sujet précisément, réduits à l'histoire qu'ils déploient, sans questionner la manière de le déployer, et toujours en limitant la question de la langue aux qualités affichées d'un style qui ne répondrait que de lui-même, sans réfléchir aux enjeux stylistiques en fonction du champ esthétique contemporain. Ces questions peuvent paraître très théoriques, énoncées ainsi. Mais les évacuer, c'est précisément
limiter un livre à l'objet marchand qu'il est aussi, et en tout cas, c'est permettre qu'il soit traité ainsi. C'est par contre-coup récuser l'hypothèse que la littérature vivante est un tissu en mouvement permanent, que chaque livre n'a pas d'autre raison d'être que de s'y inscrire d'une façon qui parfois modifie la trame de ce tissu, que quelques stupéfiants chefs-d'œuvre sont toujours susceptibles de venir trouer. Évacuer ces questions, c'est par là même renforcer sans cesse la séparation entre la littérature et la vie, cantonnant l'une au spectacle de l'autre. Réduite à la production de biens de consommation culturelle de plus ou moins belle qualité, auxquels on peut attribuer des étoiles ou des notes, de quoi relèverait la littérature, sinon d'un champ clos sans incidence réelle sur les existences de chacun? Pourquoi lire plutôt qu'autre chose, alors? Si j'ai écrit dans les rouleaux du temps, c'est parce que je crois bien que ce n'est pas de leçons ou de cours de littérature dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire vivre la littérature dans l'espace social, mais du témoignage de ses puissances. Ce n'est pas de cours de littérature dont nous éprouvons le besoin quand la littérature n'est plus un marqueur social. Et là encore, certains peuvent regretter que les notables ne se sentent plus obligés d'au moins parcourir les livres dont on parle pour faire bonne figure dans les dîners en ville, mais personnellement, je m'en réjouis d'être en tant qu'auteur libéré de ce poids du marquage social. Ce n'est pas de cours de littérature, c'est de coups de littérature et de leurs répercussions dans l'espace social. C'est une expression d'Hélène Cixous, qui parle de coups de littérature comme l'on parle de coups de foudre. Un coup de littérature, ce peut être une seule phrase, pourvu qu'elle frappe celui qui subitement est en état, est en mesure d'entendre la répercussion de tous ces échos. J'avais prévu d'ailleurs d'ouvrir cette intervention sur cette citation de Fernando Pessoa, je cite, « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas ». C'est une citation qui a cette sidérante netteté de l'éclair bref venu déchirer la nuée opaque où nous sommes, qui sonne immédiatement juste à l'oreille. Quant à y bien réfléchir, elle est pourtant politiquement radicale. Votre vie, ce que vous appelez la vie, le petit bonheur, les gratifications ordinaires et le jeu social de l'amour-propre, cela, non, décidément, cela ne suffit pas. J'en ai la preuve. Chacun qui est tombé en littérature a vécu ses coups de littérature. Chacun en a la mémoire. Et pour chacun, ce sont des textes, des conditions différentes qui les ont rendus possibles. Des coups de littérature qui, lisant aussi bien qu'écrivant, nous font tomber ou retomber en littérature, comme le coup de foudre peut faire tomber ou retomber en amour. Parce qu'on n'entre pas en littérature. En tout cas, on n'y entre plus. C'était vrai autrefois peut-être, quand la littérature avait l'apparence d'un joli jardin des belles lettres, un jardin à la française réservé à une élite sociale. On n'entre pas en littérature, on y tombe, loin en dessous de la surface où la langue est glacée dans les nécessités de la communication. Et on y éprouve aussitôt toute la richesse polysémique de ce mot, tomber, de la tombe au tomber de la phrase. On y éprouve aussi la chance qu'est la chute, quand la chute dans la langue est une libération aussi, une libération du stéréotype dans lequel on se maintient d'ordinaire, une libération qui ouvre à la chance, à la capacité de rebondir, et l'on peut entendre ici le jeu du signifiant, que j'emprunte en l'occurrence à Jacques Derrida, parlant de l'art d'Hélène Cixous. Rebondir, c'est bondir à nouveau, non pas bien dire comme un béni oui-oui, mais parvenir enfin à bon dire, ce qui est tout autre chose d'infiniment plus rare et plus juste. Je le dis autrement. Les coups de littérature brisent l'armure sociale que nous véhiculons au quotidien, s'ils nous font chuter de notre piédestal, de tout notre haut. Et cela peut être douloureux, sinon que l'on est aussitôt rendu au sens de la terre, comme disait Nietzsche, et que tout redevient possible, même le chant, même l'amor fati, dont Nietzsche aura porté la quête sous un ciel vide. Le coup de littérature, c'est une formule heureuse, mais ce n'est pas un événement nouveau. C'est aussi bien le coup de hache dans la mer gelée qui est en nous, et que doit être un livre, disait Kafka. Image qu'il est stupéfiant de retrouver, mais inversée, dans le Contre Sainte-Beuve de Proust, c'est-à-dire exactement à la même époque, je cite « Qu'importe qu'on nous dise, vous perdez à cela votre habileté. Ce que nous faisons, c'est remonter à la vie, c'est briser de toutes nos forces la glace de l'habitude et du raisonnement qui se prend immédiatement sur la réalité et fait que nous ne la voyons jamais, c'est retrouver la mer libre. La mer gelée qui est en nous, c'est la langue prise dans les glaces de l'habitude, de la routine, des contraintes, des conventions, du convenable.
La littérature comme lieu d'une trouée dans cette trame des représentations habituelles. Gilles Deleuze a utilisé une autre métaphore, puisque nous sommes voués à nous contenter de métaphores pour tenter d'approcher ce que l'on pourrait appeler le fait littéraire, qui reste insaisissable aux mots usuels et ordinaires. Une autre métaphore donc qui a le mérite de se poursuivre sur la question de l'avenir du geste de l'artiste véritable, s'il lui manque ce que partageaient les précédentes citations, la volonté de ne pas discriminer le geste de lire et celui d'écrire. La citation est un peu longue, mais il vaut le coup, je crois, de vous la faire entendre toute. Je cite. « Les hommes ne cessent de fabriquer une ombrelle qui les abrite, sur le dessous de laquelle ils tracent un firmament et écrivent leurs conventions, leurs opinions. Mais le poète, l'artiste, pratique une fente dans l'ombrelle. Il déchire même le firmament pour faire passer un peu de chaos libre et venteux et cadrer dans une brusque lumière une vision qui apparaît à travers la fente. Prime vert de Wordsworth ou pomme de Cézanne, silhouette de Macbeth ou d'Achab. Alors suivent la foule des imitateurs qui ravaudent l'ombrelle avec une pièce qui ressemble vaguement à la vision, et la foule des glossateurs qui remplissent la fente avec des opinions, communications. Il faudra toujours d'autres artistes pour faire d'autres fentes, opérer les destructions nécessaires, peut-être de plus en plus grandes, et redonner ainsi à leurs prédécesseurs l'incommunicable nouveauté qu'on ne savait plus voir. » Fin de citation. Cette image de Deleuze réclamerait d'être prolongée. Le lecteur aussi, à son tour, lisant Macbeth ou Moby Dick, aperçoit le ciel un instant, avant de se familiariser avec la vision qu'il en a eue, de la reconstituer à son tour dans la trame de ses représentations intimes, de retrouver ses habitudes, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. On a besoin aussi, évidemment, d'arpenter le lieu commun, de s'y confronter à la réalité, la sienne et celle des autres. On ne tombe pas une fois pour toutes en littérature, et la littérature vient quand elle veut, pour faire un clin d'œil au roi vient quand il veut de Pierre Michon. Tous les lecteurs le savent d'expérience d'ailleurs. Un jour, on prend un livre, dans le halo du souvenir d'un autre livre du même auteur. Là où l'on s'attendait au grand emportement, on est déçu. On reste sur le sable, ou plus communément, on n'éprouve qu'une sorte de piqûre de rappel de ce qu'a pu être le grand emportement. Est-ce le texte qui n'a pas la puissance de nous entraîner, ou nos amarres qui sont désormais trop solides ? Un autre jour, on prend un autre livre. Pourquoi pas celui-là, curieux sans plus ? Voilà que ça nous tombe dessus. On chute avec, on rechute, à la verticale de nos vies usuelles. On retombe dedans la littérature, retrouvant aussitôt cette puissance qu'elle a, douloureuse parfois, de nous faire éprouver le vif du vivant, l'insuffisance de ce que l'on appelle la vie, sa vie. Arraché à la gangue protectrice du discours commun, on se retrouve précipité au monde, au sens de la terre. On renaît des cendres de l'habitude, on se retrouve, oui, dans l'entièreté de sa présence au monde. Il faut qu'il y ait chute pour qu'il y ait rechute. Cela implique un coup de littérature, cela implique un alcool fort, en somme, aussi âpre soit-il, quand bien même chaque individu aura une perception différente de la force de l'alcool qu'il ingurgite. Et pour le dire clairement et sans parabole sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse transmettre réellement le goût de lire et d'écrire en prenant des gants, en espérant que tout se passe bien, en suggérant, comme une mère inquiète, regardant son enfant partir en voyage, « J'espère qu'il ne t'arrivera rien », alors que s'il part, c'est bien pour qu'il lui arrive enfin quelque chose. Bref, je ne crois pas que le choix souvent fait de mettre en avant des livres réputés plus accessibles, réputés plus adaptés à un public donné, je songe par exemple à toute une production de romans pour adolescents, ait la moindre chance de faire tomber qui que ce soit en littérature. Je le crois d'autant moins que la problématique de la lecture au sens fort du terme, au sens littéraire du terme, quand lire est d'abord et avant tout une façon d'apprendre à lire, disait Claudel, apprendre à lire les livres et donc le monde, quand cette problématique n'est pas réductible à une question de pratique, de familiarité avec l'objet livre. On peut tomber en littérature à sa première vraie lecture, par hasard, à 20 ans ou à 40. On peut avoir lu beaucoup de livres sans y être jamais tombé. Mais avant de conclure sur la notion qui m'importe de témoignage, je vais faire un dernier détour par le roman, reprenant pour partie quelques-unes des notes sur le roman que j'ai récemment publiées sur le site Remunet, que l'on peut consulter en ligne. Ce n'est pas un hasard, en effet, si le roman, genre bâtard par excellence au regard de l'histoire des lettres, est désormais le genre archi-dominant sur la scène littéraire. C'est le résultat des conditions dans lesquelles s'effectue la lecture, comme on va l'entendre à nouveau frais,
Et cela explique l'enjeu primordial qu'est devenu le roman aujourd'hui, aussi bien au plan économique qu'au plan esthétique. Trop de romans arrivent déjà morts en librairie de baigner dans le formol des conventions. Trop de romans sont de véritables leurres littéraires pour que l'on puisse se dispenser de rappeler quelques évidences qui n'en sont pas pour tout le monde. Bien des romans n'ont rien à voir avec une quelconque quête littéraire, qui n'en sont pas moins des romans. Comment les appeler autrement? Et parfois rudement bien fichus techniquement, de beaux produits de pur divertissement. Je précise de pur divertissement parce que le roman a par nature une fonction de divertissement. Et c'est bien ce qui implique de poser d'emblée, sinon sa finalité, du moins son enjeu, quitte à friser la caricature. Le roman de pur divertissement est celui qui ne vise à rien d'autre qu'à divertir les lecteurs pour les soulager un instant des pesanteurs de leurs existences et les aider ce faisant à s'y conformer. Le roman, porté par une ambition littéraire, ne vise à divertir le lecteur de tout ce qui l'entrave au quotidien des jours que dans le but de l'inviter à une expérience poétique, à son partage. Roman ou non, par quoi valent les œuvres qui ne se réduisent pas au divertissement, sinon par la poésie, par la brèche qu'elles ouvrent dans la langue commune à une verticalité de l'être au monde, au sentiment partagé d'y être enfin au monde, et de s'y tenir nulle part ailleurs que dans la langue, solidement campé sur ses deux jambes, serait-ce un instant. Instrument de connaissance, le roman n'a certes pas pour ambition d'atteindre je ne sais quelle réalité augmentée, et s'il s'agit d'augmenter quelque chose, ou plutôt de décaler, de déceler, c'est d'abord notre perception de la réalité et notre capacité à y laisser revenir ce fichu réel qui nous hante, qui hante notre réalité commune. Car enfin, ainsi que le demandait André Breton, je cite, « La médiocrité de notre univers ne dépendrait-elle pas de notre pouvoir d'énonciation ?» Rappelons que parmi les auteurs majeurs de ce temps, plusieurs évitent cette notion de roman pour caractériser leur travail sans pour autant revendiquer la poésie. Je songe à Pierre Guyotat, dont l'œuvre, jusque dans ses dimensions tragiques et comiques, relève bien plus de l'épopée que du roman. Je songe à Hélène Cixous, qui n'emploie pas ce terme, lui substituant celui de fiction. Ce sont là des œuvres que l'on peut dire radicales, mais uniquement en cela qu'elles attendent du lecteur qu'il entre immédiatement en partage du poétique, qu'il soit dès le seuil du livre dans une disponibilité, une liberté et une croyance indispensables à ce partage poétique. Il m'a toujours semblé faux de dire de ces œuvres qu'elles sont intrinsèquement difficiles. Ce qui est vrai, c'est que cette disponibilité immédiate qu'elles réclament n'est pas donnée à tous et à chacun, parce qu'elle se joue dans la langue commune, où elle entre en flagrante contradiction avec les conditions sociales et politiques qui sont faites à l'écrasante majorité des individus, et avec la nécessité où chacun se trouve de tenir sa langue dans les limites de la communication bienséante, sinon servile, transparence exigée à tous les étages. A contrario, que peut-on reprocher au maître du pur divertissement romanesque, sinon, au nom d'un délassement qui ne doit surtout ni dérouter ni blesser, de colmater les brèches à grand renfort de stéréotypes susceptibles de rassurer un instant le lecteur dans l'adéquation à son confort ordinaire, de participer à l'anesthésie générale des consciences à la façon exactement de toute l'industrie du spectacle. Au plan théorique, le roman de pur divertissement et le roman littéraire s'opposent pied à pied. Ils sont le contraire exactement l'un de l'autre. Toute la difficulté, c'est que cette opposition est de fait purement théorique. Peut-être pourrait-on caractériser ainsi des cas extrêmes, Marc Lévy d'un côté, j'avance son nom sans ne l'avoir jamais lu, Marcel Proust de l'autre, mais un monde entier se déploie entre ces deux extrêmes, et il est évidemment impensable de décréter qu'une frontière existe, d'autant que chaque lecteur la placerait à un endroit différent. Ce qui est posé là, c'est donc que le roman n'est pas une fin, c'est un moyen, ou un véhicule, ce qu'il a été depuis ses origines. On pourrait jouer sur les mots, un véhicule à transporter de la métaphore, et donc du jeu, de la liberté dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire étymologiquement dans la langue des esclaves, le latin verna désignant l'esclave né dans la maison. Là où la poésie invite immédiatement à la verticalité et à son partage, là où l'essai tente d'y mener en l'approchant au théâtre des idées, le roman ouvre un terrain de jeu pour y entraîner le lecteur. Encore faut-il ici entendre ce terme de jeu au sens le plus fort. Ouvert au tragique autant qu'à la joie, aux vraies larmes de l'enfance autant qu'à son rire, le jeu a la puissance potentielle de nous rendre à nous-mêmes en suspendant le temps socialisé des identités normatives, nous rendre à notre insu,
à l'enfance du monde et de la langue. Et il faut une fois de plus citer Schiller, affirmant que le jeu est l'humanité même de l'homme. L'homme est seulement un être humain quand il joue, écrivait-il. Et ce, dans la mesure où le joueur opère une suspension de l'expérience de la temporalité ordinaire pour habiter le pur présent du jeu. Le joueur est au monde du jeu. Il l'est tellement qu'il est à son insu, c'est-à-dire dans une présence accomplie. Comme le jeu, le geste artistique est toujours une invitation à retrouver la toute-puissance, mais aussi bien l'immédiateté de l'enfance. Enfance de l'art, enfance du monde, magie de l'instant de grâce où l'homme est lui-même entièrement à son insu. Picasso, on le sait, n'a cessé d'y insister, je cite, « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. » Le roman est un moyen pour l'auteur d'abord, et pour le lecteur ensuite, de retrouver le chemin de traverse d'un temps qui n'a pas encore été socialisé par les sirènes d'usine et les relevés bancaires, les posts de Facebook et les j'aime élevés à la dignité des valeurs marchandes. Et de retrouver ce chemin, cette voie, nulle part ailleurs que dans la langue à l'usage d'ordinaire si conventionnel et sclérosé, d'abord et avant tout utilitariste. Si de nos jours le roman triomphe, fort de sa capacité à restaurer du jeu, à nous prendre au jeu pour nous rendre au monde, c'est par défaut. Et c'est bien là quelque chose qui devrait nous rendre humbles, lecteurs, auteurs, critiques, passeurs de romans. C'est bien parce que l'individu, enfermé dans des limites de plus en plus étroites, dispose d'un accès de plus en plus restreint à la poésie, voué qu'il est à une solitude existentielle encore renforcée par l'univers de la communication qui prétend l'en soulager, cet univers qui est le nôtre, où la langue est réduite à la communication à proportion de la réduction de l'être à sa valeur économique. Ce constat vaut pour tous, et pour l'auteur tout d'abord évidemment, qui n'échappe pas plus que quiconque à la difficulté croissante de ne pas se réduire à une surface sociale, à un potentiel économique. Lui qui chaque matin fait son petit tour d'Internet pour voir où nous en sommes et où lui-même s'en trouve. Comment viser, comment écrire ainsi ? Comment viser à écrire avec la foi d'un petit enfant lorsqu'on est arrivé à son existence sociale, économiquement dépendant, intellectuellement asphyxié ? En empruntant la voie du roman, peut-être, pour y chercher du jeu. Rouvrir des brèches à la verticalité poétique, puisqu'on sait qu'elle existe pourtant. On a beau certains jours peiner à y croire, on ne peut pas complètement l'oublier. Comme disait Gauguin, mais bas, une minute où on touche le ciel qui fuit après. En revanche, ce rêve entrevu est quelque chose de plus puissant que toute matière. Cela est vrai pour le lecteur aussi, et c'est la dimension politique du roman en tant que moyen de libérer toute autre chose que sa propre fiction. Fort du pacte avec le lecteur qu'implique toute fiction, le roman propose ce qui ressemble d'abord à un ailleurs, un dehors qui peut passer pour rassurant de disposer d'un cadre dont le lecteur pense maîtriser l'usage. Ne lui suffit-il pas de faire un pas en dehors de la page pour retrouver l'univers rassurant de son quotidien ? Quand bien même ce jeu a l'ambition, tout au contraire, de déborder dès que faire se peut du cadre initialement fixé, de devenir existentiel, de contaminer la réalité tout entière. Le roman propose un ailleurs apparemment innocent, un très enfantin, on dirait que, pour y faire surgir enfin de l'autre débarrassé de son armure, pour ouvrir en somme une brèche ou un passage. Comme l'enfant qui en oublie sa faim, ses chagrins et ses terreurs, le joueur se dépouille peu à peu de tout ce qui, au quotidien des jours, le protège de la verticalité, c'est-à-dire aussi du tragique. C'est de cette expérience spirituelle que je conclus qu'il faut essayer de témoigner, dans le monde spirituellement pauvre qui est le nôtre. Je reviens pour conclure sur la proposition, certes modeste, l'on pourrait parler d'engagement spécifique au sens bourdieusien du terme, d'inviter au partage de l'expérience poétique et donc de transmettre quelque chose de l'expérience littéraire en adoptant la position du témoin, que l'on soit critique ou enseignant ou simplement passeur de texte. Ce mot de témoignage renvoie dès son étymologie latine au chiffre 3. Testis est celui qui assiste en tiers à une affaire où deux personnages sont intéressés. Les deux personnages intéressés par l'échange littéraire, ce sont l'auteur et le lecteur. En admettant de descendre du piédestal magistral pour glisser vers la position du tiers, le passeur de littérature laisse enfin du champ à celui qui l'écoute. Ce champ qu'aujourd'hui les lecteurs ne trouvent plus dans l'espace critique, saturé de prescriptions, au point qu'ils se sentent de moins en moins concernés, qu'ils s'en sentent expulsés. Adopter la position du témoin lorsqu'on n'est plus en train de lire, mais en situation de communication,
libère la place du lecteur et libère du même geste, chez le futur lecteur, la responsabilité politique d'exercer son esprit critique. En l'engageant à le croire, le témoin l'invite à un passage à l'acte qui le concerne, qui ne peut que le concerner, lui, lecteur, dont il pourra d'ailleurs être à son tour en position de témoigner, plutôt que de lui asséner un jugement de valeur qui le réduit au rang de spectateur ou de consommateur, c'est tout comme. Je vous remercie. Merci. Alors c'était une intervention dense qui demande vraiment beaucoup de réflexion ensuite, mais il y a peut-être quand même quelques questions dans la salle. On peut prendre une ou deux questions, peut-être trois. Je sais que c'est le matin, c'est un petit peu encore difficile. Moi j'en ai une avant tout. C'est effectivement, tu me parles de la littérature comme une expérience en fait. Voilà, il faut faire l'expérience de la littérature. Mais pour faire l'expérience de la littérature, encore faut-il la rencontrer quelque part. Il faut trouver le moyen de faire cette expérience. Et comment c'est possible ça? La problématique que je propose, c'est justement, pour que les individus la rencontrent, la littérature, il faut qu'elle soit socialisée. Il faut qu'elle existe dans l'espace social. Je pense que représentée dans l'espace social comme elle l'est aujourd'hui, que ce soit par la critique, par les institutions scolaires, etc., elle n'existe pas, justement, en tant qu'expérience. D'où cette importance, à mes yeux, de la notion de témoignage, sur laquelle il aurait fallu peut-être que j'avance plus avant, parce que c'est justement en étant confronté à des témoignages de quelque chose qui existe qu'on peut avoir comme ça l'idée. Je crois qu'on tombe en littérature aussi bien, pour prendre des cas très concrets, parce que quelqu'un qui a pu lire enfant, qui a pu lire à l'école, est tout d'un coup invité à la lecture d'une façon très passagère et fantasmatique par une autre personne qui lui en parle avec des éclats de quelque chose dans les yeux, qui va l'interroger. Il va finir par aller voir peut-être sans doute ce qui peut provoquer cette altération chez l'autre. Et ça, c'est le noyau dur du témoignage. C'est son moment ordinaire, vivace, etc., mais qui peut se construire dans la représentation et dans la socialisation, justement. Toute la difficulté étant que, comme ce que j'ai essayé d'exprimer, la littérature telle que je l'envisage là, c'est-à-dire bousculant les codes et les conventions du langage, est littéralement antinomique avec la langue de la communication qui aujourd'hui domine totalement notre univers social, qui veut qu'un chat est un chat, un lecteur un consommateur, un livre un objet, voilà, qui veut la transparence de la langue, alors que la littérature, au contraire, est toujours dans l'ambivalence, dans l'amphibologie de la langue, ce qui est dessous le sens. Donc la vraie difficulté, elle est là, c'est comment réussir à faire surgir de façon ne serait-ce que éphémère et ponctuelle des effets de littérature, que ce soit via la critique quand elle peut y arriver, ou que ce soit dans l'univers quotidien aussi bien de la librairie, de la bibliothèque, d'où la phrase centrale sans doute de l'intervention, mais je suis encore une fois trop long, qui est de dire, voilà, moi j'ai beaucoup de mal à croire, mais je ne suis pas du tout sûr de détenir la vérité, hein, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on fait venir à la littérature en adoptant une stratégie de la modération, de la mesure, en donnant des textes réputés faciles à des gens qui n'auraient pas les moyens d'aborder un texte difficile. Je pense qu'un texte difficile peut justement aussi faire tomber en littérature. Alors évidemment, tout le monde ne tombera pas en littérature. Après, c'est des questions extrêmement larges, parce que si vous êtes en face d'un groupe, on ne fait pas tomber un groupe en littérature. Ça me semble une évidence. D'où la problématique aussi tramée du fait que la littérature a ce problème qu'elle est enseignée à l'école. Et c'est en même temps évidemment une très bonne chose, mais ça n'est pas une chose qui facilite paradoxalement le fait de tomber en littérature. Et juste, je termine en disant que si j'avais intitulé mon essai Théorie de la déroute ainsi, c'était après une rencontre, je crois d'ailleurs que c'était organisé par un centre régional des lettres. Au centre, non, c'était pas dans... je crois que c'était dans le centre, oui, je crois, effectivement. Et à la fin, un membre du public s'était levé et avait dit « Mais moi, je suis prof en lycée professionnel, et c'est bien beau tout ce que vous me dites, etc. Mais je ne peux pas me permettre de dérouter mes élèves en leur faisant lire Nietzsche. » Et d'où cet intitulé Théorie de la déroute, parce que il me semble, moi, que effectivement, si on ouvre Le Gai Savoir, qui est un livre tellement immense, stupéfiant,
qui est accessible à tous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas la possibilité d'accéder à la littérature. Je ne crois pas à ça du tout. C'est évident que si on fait ça au sein d'un groupe, la plupart, enfin, il y aura très peu de gens qui risquent d'être vraiment frappés par ce coût que ça représente de tomber en littérature. Mais peut-être il y en aura 1, 2 ou 3. Et que si ces 3 individus qui étaient en LEP sténodactylo à l'époque ont pu être déroutés de cette voie qui leur était toute tracée vers Pôle emploi, je comprends mal comment on peut estimer que c'est un échec. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question là-haut. Une question pour tenir. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir combien d'écrivains vous pourriez nous conseiller qui sont dans la littérature telle que vous l'imaginez. Vous avez parlé d'Alain Sixou seulement. Moi, je suis organisateur de Salon du Livre et d'un prix littéraire. Qui me suggérez-vous de retenir dans une liste? C'est une question impossible parce que la littérature, ça se fait à deux. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre d'une part et il y a un lecteur, et c'est le lecteur qui fait la littérature bien plus que l'auteur. Je vais prendre un exemple très concret. Pour les rouleaux du temps, justement, je voulais retraverser, en quête de ce qui m'avait, moi, touché violemment, les livres qui m'avaient le plus marqué depuis l'adolescence. Et j'ai été très stupéfait en réalisant Martin Eden de Jack London, que j'ai lu donc à 16 ans, 17, 15, 14, je ne sais plus, et que j'avais tendance à classer dans les livres d'adolescence, en fait. Et c'est un immense livre, Martin Eden et Jack London, avec des pages sur l'expérience, la joie de l'expérience créatrice, et la nécessité et l'impossibilité de son partage, qui sont tout à fait magnifiques. Bon, voilà, pour un certain lecteur, Martin Eden et Jack London, c'est d'évidence quelque chose qui a la puissance de faire tomber quelqu'un en littérature, mais c'est pas vrai pour son voisin, parce qu'il a beaucoup plus lu déjà. Donc la question est impossible. C'est impossible de vous répondre parce que ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, ce coup de littérature, il dépend autant du lecteur que du texte. Et donc, à chaque lecteur, ses coups de littérature potentiels. Maintenant, je pense qu'on doit avoir une exigence qui est dans son rapport à la lecture, qui est d'aborder les livres en se posant en fait une vraie question fondamentale. Est-ce que ce sont des livres qui visent à la poésie? Est-ce que ce sont des livres qui travaillent dans la langue? Ou est-ce que ce sont des livres qui visent uniquement au divertissement en restant dans une langue, justement, disons, de communication? Maintenant, chacun aura une réponse différente. Il n'y a pas une frontière. Il n'y a pas les livres de littérature et les autres. C'est aussi toute la difficulté dans laquelle vous, en tant que puissance invitante d'écrivain, vous êtes placé, mais dans laquelle les critiques sont placés. C'est que cette frontière n'existe pas. Il y a beaucoup d'auteurs. Après, on est dans un univers extraordinairement individualiste et c'est difficile de penser ça. Et c'est très très difficile pour les auteurs d'ailleurs d'arriver à penser que ce qu'ils font, ce n'est que s'inscrire dans une trame qui les dépasse et qui est bien plus grande qu'elle, qu'on a besoin qu'il y ait de la littérature, des écrivains vivants qui nourrissent cette trame. Et tant pis si ce qu'ils font eux-mêmes n'est pas destiné à rien d'autre que de nourrir cette trame. L'important est de la faire exister pour que justement des très grands livres puissent venir la déchiqueter, la trouer, comme il y en a quelquefois qui surgissent sur la scène littéraire. Merci. On va s'arrêter là et puis on va peut-être continuer tout à l'heure avec une table ronde autour qu'on a intitulée « Donner voix aux invisibles ». Et je pense que ça rejoint un certain nombre de choses qu'on a pu évoquer là sur la question de l'expérience de la littérature, de la transmission, etc. Donc le temps de s'installer, je vais peut-être demander, on s'arrête là pour cette table ronde et le temps donc de s'installer pour les suivants.